Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Belay. On n'y voit rien. C'est gentil Thierry, pardon. Il fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche, un coureur est tombé. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder le tableau. Oui, je vais attendre. Je regarde bien avec ce douleur. Avec l'attaquant de Michelek, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement imposé, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonsoir tout le monde, les commissaires de course, en mode Tour de France, puisqu'on va analyser, décortiquer ce parcours du Tour de France 2021 qui est sorti donc dimanche soir dans cette fabuleuse émission, comme dirait Charles, de Stade 2. Et d'ailleurs, Charles est là. Bonsoir, oui, Charles. je suis là, je me suis remis d'avoir regardé Stade 2 pendant un quart d'heure. J'ai survécu. Oh, mais c'est méchant. Ouais, il y a une autre personne qui est là alors qu'elle a un emploi du temps chargé entre ses cours, entre ses matchs, entre tant et tant de choses. Les matchs Tinder, hein. C'est Théo, bonsoir Théo. Bonsoir tout le monde. Et enfin il est là, alors que ce soir ça va être dur pour ses nerfs parce qu'il y a le match, bon pour Charles aussi d'ailleurs. C'est Greg, bonsoir Greg. Bonsoir à tous. Un fidèle du professeur Raoult, non je ne sais rien. Bon alors pour parler de... On va commencer par ce Tour de France. Donc ce Tour de France qui va avoir 4 étapes en Bretagne, Théo, avec 2 étapes vallonnées. La première étape qui semble très vallonnée, avec pas mal de côtes dans les 50 derniers kilomètres. La double ascension du mur de Bretagne. Est-ce qu'on peut considérer que est-ce qu'on est encore en droit d'espérer avec un parcours comme ça, beau début Tour de France, ou non, ça va être la De Koning qui va rouler sur tout le monde et sprint en boss. Bah alors, oui, tu parles de la Deceuninck, je pense que c'est clairement des arrivées taillées pour Julien Alaphilippe. Voire pour Mathieu Van Der Poel, si jamais il vient sur le Tour, c'est pas encore totalement acté. Après, c'est des étapes qui potentiellement peuvent être intéressantes, mais encore une fois, c'est le Tour de France, c'est les premières étapes, ça va surtout rouler pour pas perdre. Le plus gros spectacle qu'on reste d'avoir, c'est des chutes et des abandons de favoris, un peu comme sur la première étape du Tour de cette année, je pense. Globalement, on sait que c'est des étapes qui ont été tracées un peu pas à la va-vite, mais dans l'urgence, parce que le grand départ du Danemark a été décalé. Moi, ça m'inspire pas spécialement. Après, de toute manière, est-ce qu'on peut faire des premières étapes du Tour inspirantes ? Je suis pas sûr. Vous avez 3 heures. Greg, c'est vrai que avant de parler de ces étapes, et en particulier des 2 premières, il faut se rappeler, comme le dit Théo, qu'il faut avoir un certain œil sur ce Tour de France en pensant que, notamment pour la première semaine, tout a dû être chamboulé. Oui, c'est aussi pour dire qu'on va peut-être être un peu critique sur certains aspects du Tour, mais il faut aussi tenir compte que je pense qu'ASO n'a pas fait totalement ce qu'ils auraient pu espérer ou voulu. Est-ce qu'il y a eu autant de villes candidates que prévu, c'est pas sûr. Qu'il y a des contraintes forcément, qui ont influé sur ce tracé du Tour. Bon, on donnera notre avis au fur et à mesure, mais voilà, faut rendre hommage aussi aux organisateurs de continuer de se retrousser les manches pour organiser des courses, que ce soit à ASO ou les autres. Et alors ces étapes, t'en penses quoi, bretonne ? Ça sera des courses de côte, et comme l'a dit Théo, on peut craindre, ça va frotter, ça va être très nerveux, et c'est un bel appât pour faire venir Alaphilippe sur ce Tour de France, je pense. Et on en reparlera, mais s'il y avait un petit Wout van Aert aussi, ça peut faire un beau duel qui peut rythmer ces premières étapes du Tour. Napo à Alaf. Charles, 4 étapes en Bretagne, est-ce que c'est trop ou est-ce que c'était nécessaire au vu des circonstances ? Pour moi c'est trop, mais après je vais rejoindre un peu ce ce qu'a dit Greg, ouais, en effet. Moi je suis
pas assez insatisfait de ce parcours de la première semaine, mais je vais pas non plus blâmer ASO parce que c'est une solution de rechange, hein, vous l'avez dit, on devait partir de Copenhague normalement l'an prochain et non pas de Bretagne, donc j'imagine que ça a été compliqué de trouver une solution et autant on va être critique forcément par rapport au parcours, mais sans blâmer qui que ce soit, en tout cas sur cette première semaine, parce que sur le reste, je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire, et notamment sur la montagne. Moi, j'ai quelque chose à dire sur ces 4 premières étapes, c'est que j'aurais vraiment aimé totalement l'inverse. C'est-à-dire que les étapes 3 et 4 sont des étapes pour sprinters. Alors, est-ce qu'il y aura du vent ou pas, c'est à voir. J'aurais aimé qu'on ait les 2 premières étapes de sprint, comme ça on aurait eu 2 jours bagarre de sprinter pour le maillot jaune, parce que bon, je ne crois plus à la victoire d'une échappée dans les premiers jours du tour sur du plat. Et les 2 étapes suivantes, avec déjà un pôle de fatigue pour les punchers, coureurs du général. Or là, on va avoir un maillot jaune en première étape qui va peut-être le rester jusqu'au point de la montre. Et qui pourrait le garder selon le. Et qui pourrait le garder, mais surtout si c'est Van Aert, comme tu dis, ou Alaphilippe. C'est compliqué. Et justement, Greg, la nouveauté de ce Tour de France, c'est le retour d'un contre-la-montre d'une certaine distance, 26,5 km, dès la 5e étape en première semaine, qui fera des écarts entre les favoris. Ouais, ben c'est vrai que finalement ça paraît comme une nouveauté alors que ça devrait être et c'est normalement un grand classique des Tours de France. On est tellement effrayé par la peur qu'un rouleur écrase tout dès le début qu'on en voyait peu. Et encore là, comme tu as dit, c'est seulement 26 km. Donc ben, ça fera plaisir au gang mayennais hein, qui est assez important dans le vélo français. De voir ce contre-la-montre en Mayenne, mais après, comme je l'ai dit, on verra bien qui sera présent. Hein, on fera une nouvelle présentation en juin quand on aura la start list, mais voilà, à voir. Est-ce qu'il y aura Ghana sur le tour? Est-ce que ça sera un duel à Van Aert, le 3e épisode après les 2 courses de côte? Ça, on verra bien, mais ça peut être voilà un nouvel épisode dans ce duel de la première semaine. Voilà, moi je sens bien que c'est ce duel Van Aert à Alaphilippe qui donnera un peu de rythme à cette première semaine que certains craignent décevante. Messieurs, Théo, Charles, pour ou contre ce contre-la-montre en première semaine? Plutôt pour, parce qu'on a vu que le fait de ne pas avoir de contre-la-montre, ça pousse peut-être les coureurs à un certain conservatisme et à miser juste sur quelques étapes. Alors je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, mais au moins ils auront essayé. De toute manière, les meilleurs rouleurs sont les meilleurs grimpeurs, donc la peur de voir un rouleur écraser la course, à mon avis, elle était un peu injustifiée ces dernières années. Quand je dis les meilleurs rouleurs sont les meilleurs grimpeurs, je parlais des nouveaux profils en grand tour qu'on a vu émerger ces dernières années, même si un Bernal ou un Pogačar rentre pas vraiment dans cette catégorie. Je trouve même, un peu comme Greg disait, que c'est peut-être un peu court. Pas sûr qu'on ait des gros écarts. Après, il faudra voir s'il y a du vent, ce genre de choses. Mais je pense que c'est plutôt une bonne idée. On revient à quelque chose d'un peu plus classique, mais en restant moderne. Parce qu'un contre-la-montre de 26 km, on ne peut pas dire que c'est traditionnel, entre guillemets. D'accord. Et Charles, ce qu'il faudra également voir à ce contre-la-montre, c'est que ça ne sera pas un contre-la-montre comme on a vu toutes ces dernières années, de 3e semaine. C'est-à-dire que c'est pour les rouleurs, vraiment. Oui, là, l'aspect récupération ne sera pas très très important et comme tu l'as dit, ce sera pour les rouleurs et c'est la puissance qui parlera. Vous avez cité Filippo Ganna. Moi, j'en fais le grand favori forcément avec Rohan Dennis. On en parlera plus tard, mais avec une montagne un petit peu escamotée. Quand on voit ce qu'a été capable de faire sur le Stelvio ou sur d'autres ascensions Rohan Dennis, s'il est motivé, ça peut être aussi très intéressant de le retrouver au départ du Tour de France. Ouais. Et le lendemain, c'est étape Tour Châteauroux. Bon, une étape de plat. S'il y a du vent, c'est bien. Sinon, ça va être 143,5 km pénible. Je pense que ça fait partie des étapes qui sont un peu la conséquence de grand départ en Bretagne. Au moment, il faut tracer tout droit pour aller vers un massif. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce matin-là qu'il y a un gros transfert, je crois. Ouais, parce qu'on va de Laval à Tours. Là, je regarde sur la carte, effectivement, il y aura un beau transfert. Donc c'est pour ça que l'étape fait que 143 km. C'est qu'il y a un gros transfert à faire. C'est pas plus mal. Je pense que c'est sur cette étape que Nicolas Géo sera au commentaire. C'est bien possible.
Et par contre, l'étape 7, Charles, on rentre dans... Alors, c'est vallonné, mais ça ressemble plus à de la moyenne montagne, sans en être non plus, par rapport aux étapes bretonnes, avec trois côtes col dans le final, sans doute la côte de la Croix de la Libération, 2,5 km à 7,4%, puis le signal du Champ, 5,7 km à 5,6%, et en fait la côte Avec bonus Montcenis, tout à fait. Assez loin de l'arrivée d'ailleurs, le bonus à 19 km, et la côte de Montcenis, 2,5 km à 5,1% à 7 km et demi de l'arrivée. Ouais, ça fait partie des étapes où on ne sait pas trop à quoi s'attendre, d'autant plus qu'il faut le savoir, hein, on n'a pas les profils exacts des étapes en fait. Pour l'instant, ASO n'a fourni que quelques profils de montagne, donc on a juste des profils particuliers, dont le signal du Chon, qui est une petite nouveauté qui a l'air assez intéressante. Je vais le décrire assez rapidement, 5,7 km à 5,7%, mais ne vous fiez pas au pourcentage, qui est trompeur. Il y a une première partie assez roulante, suivie d'une descente. Et ensuite, on a 2 km, 1 à 9,4 et 1 à 13,1. Donc, il y aura de quoi faire pour les punchers. Mais malheureusement, le gros inconvénient, c'est que derrière, on aura, si je ne me gourre pas, environ 18 km. Donc, à voir comment seront ces 18 km, s'il y aura quelques faux plats, une bosse ou pas. On ne sait pas trop encore pour l'instant comment ça va se dessiner. Mais sur le papier, ça peut être la première étape intéressante de ce Tour de France 2021. Oui, c'est une étape, Greg, où pas forcément les favoris, mais des coureurs punchers. Alors Alaphilippe, bien sûr, s'il a le maillot jaune, ça va être compliqué, mais des coureurs comme ça, offensifs, peuvent attaquer et se mettre à zizanie. Oui, à noter aussi que c'est une étape la plus longue hein, du Tour, 248 km. Ça aussi, c'est rare pour le souligner, parce qu'on sait parfois plein d'étapes assez courtes. Et peut-être on en reparlera pour les étapes de montagne, mais oui, ça peut donner des idées, même si je pense que celui qui sera maillot jaune aura tout intérêt à rouler, voudra absolument le garder. Donc, le problème, c'est que je pense, je ne sais pas si tu seras d'accord Greg, mais il y aura très peu d'écart à mon avis. Comme on n'aura que des étapes de plaine, je vois mal les coureurs déjà à 20-30 minutes. Le contre-la-montre, ça peut faire quelques écarts, Ouais, mais donc je pense que minutes, ça va rouler, l'équipe du maillot jaune va rouler. Hein, je vois bien soit les Van Aert, la Jumbo de Van Aert, s'il est là, ou pour Alaphilippe, ou pour d'autres, on ne sait pas qui sera là. De Roland. Ou pour, je pense à ça se jouera donc dans le signal du Chon. Puis est-ce que quelqu'un pourra partir il reste pas mal de kilomètres quand même, donc à voir. Mais voilà. Enfin, pareil, comparé de juger ici cette étape-là, ça fait partie des étapes qu'il faut bien faire pour rejoindre les Alpes. Ouais. Et ça, c'est une étape qui pourrait être galère, vu la longueur, si l'étape se courait sous la pluie avec un peu de froid. Sans parler de front des coureurs ou quoi que ce soit, bien sûr, c'était pas pour faire la blague. C'est ce genre d'étape qui veut vite être galère. Cependant, là où je parlais plus de puncher plutôt que favori, Théo, c'est parce que le lendemain, on arrive dans la montagne avec Oyonnax, le Grand Bornand, et cet enchaînement qui n'avait rien donné en 2018, col de Rome, col de la Colombière. Bah, je trouve que c'est une première étape de montagne plutôt intéressante. On sait qu'il se passe pas forcément grand chose, mais c'est à mon avis c'est la première étape où on va avoir le cœur qui bat, et pour voir si tous les favoris sont au rendez-vous. On risque d'avoir une ou deux déceptions dès cette étape. Ce sera pas décisif pour le classement général, mais vu qu'on a eu un chrono avant, peut-être que certains favoris qui auront perdu du temps lors du chrono ou perdu du temps sur une chute, parce qu'il y aura forcément des chutes ou des incidents mécaniques, ça peut valoir le coup de tenter de faire quelque chose. Après, le problème, c'est que il y a une grande descente, et je suis pas sûr qu'on puisse faire des écarts très très importants dans cet enchaînement. Une particularité de cette étape, Greg, c'est également que, et on va en reparler malheureusement, cette étape part en côte. Oui, il y a une côte, c'est la forêt d'Échalon, normalement, donc 5 km à 6,7%. C'est dès le départ, hein, c'est à froid. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt une bonne idée, hein, de mettre un peu de pourcentage, une côte un peu dure dès le début pour faire la sélection. Il y a peut-être certains qui auront les jambes lourdes, hein, même peut-être parmi les favoris. Ça peut donner des idées à d'autres.
Donc c'est quelque chose, voilà, ça c'est une bonne idée. C'est dommage de ne pas l'avoir vu ailleurs dans le profil. Oui, pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour qu'il se passe quelque chose d'intéressant pour le classement général, même si l'étape n'est pas longue. Oui, non, mais pas pour le classement général, mais pour une échappée de grimpeurs. Qui ont pris tarif au contre-la-montre. Voilà. Pour un peu animer le début d'étape. C'est-à-dire le repas devant le petit plateau télé. D'ailleurs, Charles, pour cette étape, je parlais d'enchaînement col de Rome, col de la Colombière, mais il y a également la côte de Mont-Saxonex de 6 km quasiment à 8,4%, donc c'est presque un triptyque en cette fin d'étape. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a du pourcentage sur ces 3 ascensions, donc les grimpeurs qui ont pris un peu cher lors du chrono pour être à leur aise. Moi, ce qui me fait espérer sur cette étape, je serais d'accord avec vous pour dire qu'elle est placée trop tôt, mais au final, la montagne est un peu décevante l'an prochain. Donc si on ne saisit pas les opportunités comme celle-ci, c'est pas à Tignes qu'on va prendre 3 minutes sur ses concurrents. Donc ouais, j'ai un petit peu d'espoir quand même pour ce type d'étape. Malgré que le tour soit encore long. Malgré que le tour soit encore long, mais le problème c'est que on est et le vent de face possible adversaire. Ouais, et puis plus sérieusement dans une configuration vraiment différente de ce qu'on a vu cette année. C'est-à-dire que là, on sortira de cette étape de plaine où au final il ne sera pas passé forcément grand-chose à part des chutes ou des abandons. Donc les grimpeurs auront certainement faim, ils auront perdu du temps et quand on regarde le profil après, c'est compliqué d'aller créer de gros écarts, d'autant plus qu'il y aura un chrono à Libourne. Donc j'ai un petit espoir sur celle-là, après j'espère ne pas me tromper. Alors 151 km, 144,5 l'étape suivante, c'est-à-dire Cluse est arrivé à Tignes. Et Charles, autant tu parlais en bien de l'étape qu'on vient de faire, autant la suivante te laisse plutôt de marbre. Ouais, elle est nulle, faut le dire, quoi. C'est une étape qui est tout sauf ce que devrait être une étape de montagne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance, 145 km. Comme la veille, 151, si encore on avait une vraie étape en avant et ensuite une étape un peu plus courte et plus rythmée, pourquoi pas, mais là, 2 étapes de 150 bornes, moi je valide pas du tout. Il y aura les saisies c'est 6%, ensuite on aura le col du Pré, qui a un peu plus de pourcentage, puis un long faux plat et une petite montée vers le Cormet de Roseland, une grande descente, du plat, et puis cette montée absolument dégueulasse de Tignes. Enfin, le problème il est là. Enfin, pardon, je te coupe, Charles, mais le problème il est là. C'est la montée de Tignes, c'est l'autoroute à 5%. Ouais, voilà. Et je vois déjà le petit train jaune, enfin, soit le train Jumbo, soit le train Ineos, avec soit Van Barle, soit Van Aert, faire le petit train. Ouais, puis on peut clairement arriver à 20-30 au sommet à Tignes parce qu'on aura eu un gros train. Pour moi, ces montées à 5-6%, elles sont intéressantes que s'il y a eu un gros col avant. Vous savez, on le dit souvent, ces étapes type Aprica, où on a vraiment un gros truc, un gros morceau avant, et on finit sur une montée roulante, ce qui oblige un peu les mecs à sortir du bois avant les dernières pentes. Mais là, c'est pas dans le Cormet de Roseland, à 50 km de l'arrivée, qu'on va sortir, d'autant plus que les pourcentages ne seront pas là et qu'il y aura une bonne partie de plaine ensuite après la descente. Donc, il y aura une étape qui sert à rien et une traversée des Alpes qui clairement ne fait pas saliver. Théo, est-ce que tu es d'accord avec Charles ? Bah ouais, plutôt d'accord. Et j'aimerais bien rebondir sur ça en paraphrasant Baptiste, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui dit souvent que dans le tracé d'un tour, les coureurs vont se focaliser sur 2 ou 3 étapes et vont un peu décider collectivement, en discutant entre eux, sur quelles étapes il va y avoir de la grosse bagarre. Et très clairement, une étape comme ça, on sait qu'il ne se passera rien, non seulement parce que le profil n'est pas bien, mais aussi parce que les coureurs savent que ça ne va pas vraiment valoir le coup de tenter quelque chose. Donc on peut toujours être surpris, mais c'est quasiment sûr que même il n'y aura pas de tentative d'un gars largué parce qu'ils savent que ça ne vaudra pas le coup de gâcher de l'énergie aujourd'hui, quoi. Alors, je vais aller un peu à l'encontre de vous, même si quand je vois cette étape, voilà. C'est que le premier col, la côte de Nomancy va vite arriver, puisqu'elle sera après 15 km de course, donc pour moi une échappée ne sera pas partie. Et ce qui peut faire espérer également, ça serait qu'il y ait le mauvais temps. J'ai l'impression que ce Tour de France compte beaucoup sur le vent. Je vais compter donc cette fois-ci sur une météo qu'on n'a plus revue depuis les temps anciens. Une étape comme ça avec un temps pluvieux, froid, oui, ça peut faire partir col de Pré avec une Cormet de Roseland, une descente
peut être compliqué, et ensuite tenter à Tignes. Parce qu'un favori qui se fait lâcher dans le Cormet de Roseland ou au pied de Tignes, il va prendre un tir monumental. Mais encore faut-il qu'il y ait la grande bagarre. Et je rejoins totalement Charles, c'était l'an dernier, pardon. Il y avait l'Isran à Antignes. Et c'est ce malheureux orage qui nous donne cette étape. Parce qu'on n'a pas pu arriver jusqu'à Tignes. Mais là, en effet, il n'y a pas ce monstre comme le Mortirolo, comme le Stelvio, comme peut l'être Agnel, pour déclencher les choses. Donc, ça peut être une étape sympa à voir parce que le lendemain, c'est pas une étape de montagne. Mais c'est quand même très décevant de voir Tignes comme plus haute montée des Alpes, Greg. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, bon, après, c'est aussi là, le jeu de l'organisation et des stations de ski qui paient très cher pour attirer le tour. Mais voilà, c'est vrai que la montée finale qui est longue et avec des pourcentages et qui laisse imaginer qu'on aura un train-train comme on a pu le voir assez souvent. Ouais. Après, peut-être, on ne sait jamais. Hein. On attend qu'à être, Ouais. qu'à être surpris. Mais Enfin, le tour est encore long. voilà. Et par contre, et c'est là que je vais pousser entre guillemets un premier coup de gueule, c'est que le lendemain on part d'Albertville pour arriver à Valence. Quand une étape part d'Albertville, normalement c'est une étape où on va se régaler. Et là, col de la Couze, 12,4 km à 2,8%, col de la Placette, 4,1 km à 3,6%, et vers le final, côte de Beauregard-Barré, 5,5 km à 3,8%. Pour moi, ça serait une étape de sprinter. Et là, putain, que ça me gonfle qu'on n'ait pas une étape des Alpes où, en tant que spectateur, tu t'assois dans le canapé en te disant aujourd'hui, ils vont passer plusieurs heures dans l'école, ça va être 2-3 grands cols, comme ces étapes magnifiques qu'on a vers la Toussuire. Et pourtant, la Toussuire, en termes de montée plate, en voilà une. Mais comme disait Charles, il y a un monstre avant, normalement, il y a le Glandon. Un Glandon qui éparpille tout le monde. Ça fait partie des cols qu'on ne peut pas escamoter. En 2012, ils avaient mis la Madeleine en plus avant le Glandon. C'est toujours des superbes étapes. Et là, on a une étape, je suis désolé de dire le terme, Théo, mais pourri. Oui, mais Benjamin, si tu mets des grandes étapes de montagne dès la deuxième semaine, après, il n'y a plus de suspense pour la troisième, quoi. Et il faut mettre du suspense. Enfin, je pense que c'est un peu ça aussi la logique des organisateurs. Thierry Gouvenou, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. C'est sûr que cette étape elle est pourrie. On pourrait dire qu'elle sert à rien mais je pense que c'est vraiment l'idée dans l'idée de l'organisateur du tour, c'est de garder le suspense jusqu'au bout, et ça se voit bien. On verra avec le profil des deux dernières étapes, quoi. Mais je suis avec toi, c'est un peu décevant. Et là encore, ça compte sur le vent, quoi, pour animer le. Mais moi, ce que je Vous avez regrette pas- surtout, pour compléter sur les Alpes, c'est que cette année, enfin l'an prochain, pardon, contrairement aux 2-3 dernières années, où ASO nous avait vraiment habitués à innover, et ça, je trouvais ça vachement sympa d'aller chercher les glières, d'aller chercher le col de la Loze. J'ai l'impression que cette année, il n'y a pas ce petit sel qui fait qu'on se dit, ah là, putain, il y a un petit truc qui pourrait se passer, quoi. Ou même visuellement, c'était sympa. Rappelez-vous, la Loze cette année, c'était quand même assez cool, quoi. Il y a un truc un peu différent où ça montait un peu en toboggan, c'était sympa. Les glières, c'est magnifique aussi. Puis il y avait quelque chose qui pouvait se passer. Mais là, quand on analyse le parcours, j'ai pas l'impression de retrouver cette petite nouveauté, ce petit truc qui nous fait nous dire, ah tiens, là, on tient quelque chose d'intéressant. Et autant pour la première semaine, on peut pas leur en vouloir parce que de toute façon, c'était pas le plan A. Mais pour le reste, je suis vraiment déçu, quoi, à ce niveau-là. Ah bah, il y a une petite nouveauté pour l'étape 11. Ouais, bah tu connais mieux le coin que nous, donc tu vas pouvoir en parler, mais c'est un peu une petite arnaque, quoi. C'est le Ventoux et une double ascension avec une première donc par saut, c'est-à-dire du côté le plus facile entre guillemets. C'est plus facile dans le canapé, mais donc là où. Alors la montée est plus longue, vous avez 24 km, mais à seulement 5%. Avant la deuxième ascension du Ventoux et autre, là cette fois-ci par Bédouin, donc la plus dure. Et avec l'arrivée, la spécificité, c'est donc bonus au sommet du Ventoux et arrivée en bas à Malocène. Donc une arrivée en descente, encore une, après celle du Grand Bornand. Et c'est un peu, alors je sais pas si vous savez, est-ce que c'est l'étape reine de ce tour ou pas? Ah, la question.
Ah, est-ce que c'est l'étape Rennes? Non. Non, mais ça, cette étape, en fait, je me dis que, en fait, si, peut-être, non, si, en fait, ouais, c'est peut-être l'étape Rennes, excusez-moi, je change d'avis. Parce que c'est la seule étape de toutes où je me dis, ah putain, il y a peut-être quelque chose qui va être intéressant. C'est la première fois qu'on va voir le Mont Ventoux avec autant de dénivelé avant. Et j'aime bien le fait qu'il y ait une descente après. Il n'y a jamais eu sur le Tour de France une étape avec le Mont Ventoux avec autant de difficultés au pied, avant le pied. Donc le Ventoux fait partie de ces cols qu'on ne peut pas escamoter. Il y en a 2 dans ce Tour de France, des monstres. Allez, 3 peut-être. Et ouais, c'est la seule étape qui me dit, ah là, il va peut-être se passer vraiment un truc. Et vous? Moi, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est l'étape de montagne la plus longue. Il y a beaucoup de dénivelé. Alors, tout n'est pas parfait dans le tracé. La première ascension du Ventoux, elle se fait par un versant qui n'est pas forcément très intéressant. Mais après, ce qui compte le plus, je pense, c'est le dénivelé positif global et aussi le fait que c'est le Ventoux. Donc c'est quelque chose que les coureurs, là justement, on parlait de la montée de Tignes qui va pas du tout inspirer les coureurs. Là, les coureurs, ils savent que ça peut se jouer là, quoi. Surtout qu'après, il y a des journées un petit peu plus tranquilles. Donc, moi, c'est peut-être mon étape préférée du Tour. Je sais pas si c'était l'étape Rennes, mais je pense que c'est peut-être mon étape préférée du Tour. Il suffirait qu'il y ait une météo un petit peu compliquée et ça serait. Moi, j'aimerais juste qu'il n'y ait pas de vent. Pas de vent, s'il vous Ouais, plaît. là, Non, pas de vent, parce s'il y a que- du vent, alors c'est cramé, les gars. Ouais, s'il y a du vent, je sais pas comment ils peuvent organiser un parcours alternatif parce que tu peux pas faire l'arrivée plus tôt, quoi. Mais oui, c'est une très belle étape. Charles. Ouais, c'est une belle étape. Par contre, si c'est l'étape Rennes, on a un souci, je pense, clairement. Parce que ça veut dire que le reste est pas forcément appétissant. Et Il y a des après, défauts. c'est le Ventoux, c'est mythique. le Ouais, Ventoux. c'est mythique, hein, c'est sûr. Mais il y a des défauts dans cette étape. Déjà, on n'aborde pas la première ascension par le bon versant. Ça, c'est quand même un problème parce que même si le dénivelé positif compte, c'est pas pareil de faire 24 bornes à 5% que 15 à 8,8. On fatigue forcément moins les organismes. Donc ça, je trouve que c'est décevant. Il y aura aussi un peu de plaine entre les 2 ascensions, certainement un marquage. Donc on finira par une montée, une course de côte, je pense, malheureusement Oui, je pense aussi. dans le Ventoux, quoi. Mais par contre, pour pas être trop négatif, parce que c'est pas forcément le but, hein, je veux pas laisser cette impression, là ce qui est intéressant, c'est que les organisateurs, ils essayent quand même quelque chose. Ils rajoutent une difficulté, au lieu de faire un truc traditionnel, genre 180 bornes de plat, puis hop, on monte le Ventoux. Là, on rajoute une ascension du Géant de Provence et on termine à Malocène. Donc ça, c'est quand même intéressant, je trouve, dans la démarche. Clairement. Alors, par contre, l'étape du lendemain, on va encore compter sur le vent. Théo, Saint-Paul, Trois-Châteaux, Nîmes. Du plat et encore du plat. C'est une journée idéale pour les sprinteurs avec peut-être non, il y a 2,5 km à 4% à 14 km de l'arrivée. Bon. Oui, là, pas grand chose à dire sur cette étape. Je pense qu'on peut passer vite. Oui. C'est le Tour de France en plus, donc voilà, je pense que ce sera contrôlé. Voilà. D'accord, donc je reste avec toi Théo pour parler de l'étape Nîmes et à Nîmes après on arrivera le Tour de la France et également le Tour de la France à Carcassonne. Que de belles images en perspective. Pour un Franck intérêt sportif. Ferrand, là, il va envoyer du rêve aussi. Oui, bon, on va éviter de parler de Franck Ferrand. Là, ça sera va, peut-être on pas est lui loin avec un peu de de- bol en plus. On sait jamais. On est loin d'Alésia, C'est donc sûr, là, peut-être qu'il y aura une coupure de budget sur France Télé et qu'on n'aura pas de commentaires historiques. C'est dommage. Là non plus, c'est une étape longue. Je connais pas assez bien la région pour savoir s'il y a des pièges cachés, mais en voyant le profil, bon, Du vent. c'est pas super plat non plus. Hein. Il y a quand même pas mal de moments Regarde où ça bien remonte. les attitudes. Hein. Oui, c'est pas. Ça monte pas trop. C'est encore une étape pour les sprinters, quoi, je pense. On n'est pas assez loin dans le tour pour que ça laisse partir des mecs. Tout à fait. Et puis les baroudeurs, ils vont plutôt attendre Greg Attends. l'étape de Quillan, la suivante. Donc c'est une étape de moyenne, vraiment de
moyenne montagne complète. cette Oui, fois-ci. elle est pas mal. C'est peut-être le genre d'étape que je regrette de ne pas voir, peut-être même en troisième semaine, parce qu'il y a 3-4 ascensions, alors pas toujours très longues, mais avec du pourcentage, du 7%, du 8%, qui peuvent, donc je pense, comme tu l'as dit, hein, c'est pour les baroudeurs. Mais avec attention, la particularité, c'est qu'il y a le col de Saint-Louis qui est à 15 km, enfin un peu plus, 18 km de l'arrivée, où il y aura un bonus au sommet, 5 km à 7%. Alors est-ce que l'équipe du leader du maillot jaune va laisser partir des échappées justement pour calmer tout le monde et pas avoir de bagarre à ce moment-là? C'est un peu le scénario qu'on peut imaginer, mais après à voir. Après, les bonus, ça fait 3 ans qu'il y en a sur le tour. Enfin, ce sera la 4e année, je crois. Ouais, depuis Geraint Thomas, la victoire de Geraint Thomas. Est-ce que ça a vraiment fait basculer la course à un moment Il y a Geraint Thomas qui les prenait, je me souviens, en 2018. Oui, c'était rageant parce que on comprenait Personne pas pourquoi personne les lui disputait, mais c'est pas franchement une Oui, franche si, réussite. il y a eu quelque chose qui a coûté à Richie Porte et à Romain Bardet. C'est l'an dernier sur Marie Blanc. Les deux reviennent et ils se font larguer parce que Roglic et Pogacar se font le sprint au sommet. Donc tu as toujours des Oui, c'est vrai, petits c'est vrai. trucs. Ça n'a pas bouleversé, mais parfois ça peut faire quelques trucs. Charles, quand on voit une étape comme ça, on peut également se dire que ce qui peut être intéressant, c'est par rapport aux petites routes qu'on voit. Alors je crois que c'était l'étape de Saran de cette année. Je me trompe. L'étape où Roland fait deuxième. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ça me fait penser un peu à ce genre de profil de petite route, la granuleuse qui rentre pas. J'espère que je connais pas assez, mais j'espère que ça sera pas des grandes routes, mais ces petites routes là où on sait jamais et qui peuvent être propices au mouvement. Ouais, non, moi je connais pas non plus trop cette région-là de la France, mais j'aime beaucoup cette étape parce que je la trouve bien dessinée et les gars l'ont bien décrit. Par contre, ça me fait regretter quelque chose, c'est qu'on n'aborde pas du tout les massifs intermédiaires lors de ce Tour de France 2021. C'est un peu dommage, ça manque de moyenne montagne. La planche des belles filles te manque? Non, pas la planche des belles filles forcément, mais j'aimais bien ce qu'on avait fait cette année avec le Puy-Marie, avec d'autres ascensions, et je trouve ça dommage quand on zappe complètement les massifs intermédiaires, parce que parfois c'est là où il peut se passer des choses intéressantes. Donc là, on prend bien soin d'éviter le massif central en passant par le sud, et c'est dommage. Il n'y aura pas les Vosges, parce que forcément c'était un peu trop loin à aller chercher, et je regrette ça parce que c'est une étape qui me plaît et j'aime beaucoup ces étapes un peu intermédiaires, on va dire. Après, je trouve que c'est des étapes où souvent on s'emballe dessus, mais encore une fois, est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'important ces dernières années dans un massif intermédiaire? Je parle pas du chrono de la planche de l'an dernier. Souvent, ça se termine quand même par des victoires en échappée et des favoris qui se dévoilent pas parce que c'est le tour, quoi. Donc bon, ça ressemble un peu à une sorte de ras-le-bol d'organisateur en mode bon bah on allait vous chercher des trucs sympas, il se passe rien, bon bah on se fait pas chier, quoi. L'étape du Puy-Marie l'an dernier a fait des dégâts, mais bon, c'était plus presque une course de côte. C'était sur les deux dernières ascensions que ça avait fait, que ça a explosé de partout, avec Romain Bardet et Guillaume Martin notamment qui avait été lâché. Après, j'ai pas tant de souvenirs Si, il y a en 2017 les AG2R qui tentent mal, mais qui tentent. Comment ça s'appelle quand Froome crève là. Oui, quand Froome crève avec une victoire de Mollema finalement en échappée, je me souviens plus de. Mais bon, ça n'avait pas donné grand chose, quoi. Non, mais par contre, sans parler du général, ça donne souvent de belles étapes. C'est vrai. C'est des belles étapes de tour. Hein. Et ça permet peut-être à des baroudeurs de gagner des étapes, parce que pour l'instant, entre les sprinteurs et les rouleurs, etc., c'est vrai que les baroudeurs n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Oui, puis ça fatigue les organismes, ça c'est important aussi. Si Roglic craque sur la planche des belles filles, c'est aussi parce que le tour a été compliqué. Je suis pas sûr qu'il aurait pris ce tir-là si on avait eu 8 étapes de plaine à un rythme de sénateur, quoi. Alors on entre dans les Pyrénées avec une étape qui va faire parler Charles en tout cas. Ou pas. Ouais, c'est l'étape serrée Andorre-la-Vieille avec le toit du Tour. ouais, bah c'est. Dans Valira, 2406 mètres. Ouais. Mais oui, le pourcentage, Charles. Ouais, c'est ça en fait, mais c'est vachement frustrant parce que
on voit la montée de Mont-Louis, là, que je connais pas du tout, hein, je l'avoue, mais C'est la route de Font-Romeu. ouais, 8,4 km à 5,7%, donc autant dire que ça va pas être très compliqué pour des Autoroute. pros, hein. Moi, je suis Oui, pas et sûr puis que j'arriverai au bout. c'est des Mais belles routes. Hein. Belle route, oui, ouais, c'est si en l'autoroute. plus c'est des belles routes, ensuite on appuie Morins, Belle 4,6% route de aussi. moyenne. En En Valira, Valira, comme dit Greg, c'est de l'autoroute. Hein. c'est l'autoroute et puis c'est 6%, quoi. C'est pas non plus un truc de fou furieux. Alors certes, on finit par le col de Bexalis qui a l'air un petit peu plus compliqué, mais ça reste 6 km et c'est pas là que va jouer le Tour de France. Il n'y a pas d'enchaînement, il y a des périodes de plats ou de faux plats entre les bosses, en plus qu'il n'y a pas de pourcentage. Enfin, c'est une étape qui est vachement décevante, je trouve. On passe pas encore Même les côtes en début d'étape sont plates. Bah, ça, Ouais, ça, ouais, c'est une blague hein, d'avoir mis des grimpeurs sur des côtes à 3%. Je pense qu'il leur manquait leur quota de col pour dire Oui, il y oui, a. parce que clairement, si ça se trouve, la première montée là, dans l'étape qui va se dérouler dans l'Ain, pardon, au départ d'Iona, si ça se trouve, elle est plus compliquée que ce qu'on va voir là sur certaines ascensions, et pourtant elle est pas catégorisée. Mais pour finir sur cette étape d'Andorre, ouais, c'est une grande déception. Encore une fois, on passe pas les 200 bornes. Ça, c'est quand même un petit peu dommage, je trouve. Et surtout quand on voit qu'après, ça risque d'être une étape où il se passera peut-être pas grand-chose. On n'a pas le profil entre le pas de la Case et Saint-Gaudin. Je sais pas trop ce qu'ASO a prévu Si, là. on l'a, d'ailleurs, c'était publié sur Fantasy. Je reviens juste sur l'étape d'Andorre. Moi, ce qui m'a mis, entre guillemets, un petit coup, c'est quand il y avait des rumeurs sur le port d'Envalira. Bon, moi, j'ai beaucoup de souvenirs des années 90. Je me souviens de ce gigantesque col super long qu'il y avait en 1997. Il se passe. Et finalement, là, le problème, c'est qu'on prend le col. En fait, il fait que 11 km, quoi. Donc, on peut espérer peut-être un effet de l'altitude pour faire des dégâts, mais sinon, c'est vraiment pas terrible. Donc, on va être devant la télé en espérant sans trop espérer. Et Tout dans Bexalis, mais après, voilà. il y a aussi un bonus. Et l'arrivée en descente aussi, c'est un peu aussi le reproche. Ça fait 3 arrivées en descente, Grand Bornand, Malocène, Andorre-la-Vieille. Enfin, j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de variété. Eh bien, moi, je vais parler de variété, Greg. Puisque le lendemain, c'est pas de la Cassin. Nous avons un départ en décembre, puisque nous avons 30 km de descente. Avant une étape pour Baroudeur, tu seras d'accord avec moi, c'est le col de Port, col de l'Accord et col du Porté d'Aspect, disséminé à travers l'étape, sans enchaînement. Je vois que ça. Oui, je vois pas, je pense que ce sera pour les baroudeurs et peut-être la deuxième étape pour Nicolas G. Parce que bon, tant mieux pour eux, hein, je répète, faut bien qu'il en faut pour tous les goûts. Les sprinters en auront beaucoup, les punchers aussi, donc il en faut bien pour ces pauvres baroudeurs qui sauveraient d'étape, mais pas sûr, voilà, je suis pas sûr que là, pour le général, ça soit une grosse bagarre. Ça peut être l'échappée qui prend 10 minutes facilement. Il faudrait des circonstances Après, on va énormes. avoir une belle bagarre parce que ça va rouler vite dans la descente, donc je pense qu'il y aura beaucoup de candidats pour cette étape. C'est un truc qui me questionne vraiment dans une étape aussi orientée pour les baroudeurs. Un départ en descente, c'est presque du jamais vu. Alors je sais pas du tout à quoi il ressemble, si elle est sinueuse ou pas, ou si c'est non, je rappelle, c'est le pas de la Case. Hein. Donc c'est vraiment c'est l'endroit où. C'est là où tu vas chercher tes clopes, Benjamin. Je n'y suis jamais allé, monsieur. Mais oui, c'est un endroit où toute la région Occitanie et même au-delà va faire ses courses. Donc oui, c'est pas une descente dangereuse. Mais bon, ça risque d'être étrange quand même, quoi. Enfin, comment le groupe va se faire. Est-ce que la descente sera neutralisée parce que les coureurs sont pas contents s'il pleut? On verra. Et on arrive déjà aux 2 dernières étapes de montagne. Théo, Muret, Saint-Lary-Soulan, col du Porté, col de Pays-Ressourdes, Val-Louron-d'Azé, le col du Porté, monstre qu'on a découvert il y a de cela 2 ans. Mais 113 km de plat avant de faire ces 3 ascensions. Oui, je sais pas pour vous, mais moi c'est pas une étape qui m'inspire énormément. On sait plus ou moins ce qui va se passer. Ça va contrôler l'échappée, ça va monter
les 2 premières côtes à un bon rythme, sans grosses attaques de favoris, et tout va se jouer dans les 5 derniers kilomètres du porté, quelque chose comme ça. Wow, c'est que t'étais généreux pour les Oh 5 derniers non. kilomètres. Le porté, là, rappelez-vous, ça avait fait Ça peut lâcher. là, Enfin, quand même. Mais oui. quelle déception cette étape. Quand on a annoncé dans les rumeurs le port de Balest sur cette étape, qui s'enchaîne en plus parfaitement avec Peyresourde pour se retrouver avec cette. Ah bah les 100 km au départ font. Là, ça fait. Ouais, enfin, c'est dommage. C'est une déception, quoi. Ça, pour moi, c'est un profil, et je dirais pas pour la suivante, des premiers de montagne. Mm. Charles, tu en penses quoi? Bah, moi, je suis très déçu, encore une fois, mais je suis vraiment désolé, hein, c'est pas le but de la mission, mais je suis très déçu. Autant je t'ai emballé par cette année le parcours, mais là, je comprends pas les 113 bornes, en fait, sachant que le tour sera déjà pas très compliqué en termes de montagne. On ne fera pas croire qu'il n'y avait pas d'autres villes que Muret de candidates dans les Pyrénées pour accueillir la Grande Boucle, donc j'ai du mal à comprendre ces 113 km ouais, de plat, un bel enchaînement, hein, ceci étant. Il y a du pourcentage, Persourde on commence à 7%, ensuite Val-Louron c'est 8,3%, puis le col du Portet c'est une vraie belle ascension. Mais c'est dommage de ne pas faire une vraie étape de montagne, quoi. Là on a un petit peu de distance pour une fois, on arrive à 178 km. On aurait pu envisager, rappelez-vous, hein, on avait ça il y a quelques années, cette longue étape pyrénéenne où il y avait 7-8 ascensions, et je trouve ça dommage Oui. qu'on le retrouve pas. Oui, c'était Aspect Manté. Ouais, on avait souvent les mêmes Derrière, enchaînements et c'était top. Peyresourde, Val-Louron, il y a un col que j'oublie. Portillon, Ouais, voilà, c'est ça. Peyresourde, Val-Louron et Plat d'Adé, montez pas jusqu'en haut. Mais oui, c'était une étape géniale d'ailleurs. Hein, Ouais, les gars étaient montés descente. il y avait des rumeurs sur le Pays Basque, je sais pas pourquoi ça s'est pas fait. On m'avait parlé de montées qui pouvaient être très très sympas, mais finalement on les retrouve pas au programme. Et peut-être une hypothèse, c'est que s'il y a les Jeux Olympiques pour grimpeurs, ils préfèrent garder un tour plus montagnard pour l'année d'après. Ouais, mais encore faut-il qu'il y ait les Jeux Olympiques, quoi. Ça c'est aussi une question, mais Ouais. je sais pas. Enfin, franchement, je suis très très déçu. Et finalement, l'étape Rennes, tu vois, tu posais la question, Benjamin, ça va te permettre une transition. Grec. Non, c'est Grec, il a posé, pardon. Pour moi, c'est peut-être celle Paul Luzarduden. Alors, c'est très triste à dire parce qu'il n'y a que 130 bornes, mais enchaîner Tourmalet, Luzarduden sur 130 km, c'est peut-être ce qui me fait le plus envie, sur le papier en tout cas. T'en penses quoi? Même si on n'a pas le profil, hein, du coup. Bah, c'est un peu la même chose, hein. Alors, on n'a pas encore le profil définitif, hein, et visiblement, on n'a pas parlé de Lobisque, alors que ça serait possible. Ce qui est un petit peu dommage, ça musclerait un petit peu l'état, parce que s'il y a seulement Tourmalet et Luzardiden, oui, je serais aussi déçu. Tu peux pas prendre Lobisque par ce côté. Tu vas faire un tour. Il est ah ouais, mais tu fais un c'est trop long. tour. Hein, parce que Lobisque est à 20 bornes de Luce-Saint-Sauveur. Donc elle n'est pas du bon côté du Tourmalet. Le Tourmalet, tu peux le prendre soit en arrivant par l'Aspin, soit par la Ourquette dans 6 ans, comme c'était le cas en 2011. C'était d'ailleurs la première étape de haute montagne. Mais tu ne peux pas aller chercher... Enfin si, tu peux y aller, mais alors tu fais... Tu fais plus que 130 bornes, quoi. Ouais. Ah oui. Ah mais 130 bornes, c'est un peu... Enfin, pour une... Enfin, je sais pas. C'est vraiment léger, quoi, pour non, mais... montagne. Et puis... sur Twitter, la Flamme Rouge avait montré une comparaison des étapes arrivant à Luzardiden. Donc, en 2011, donc Ourquette dans 6 ans, Tourmalet à Luzardiden. Alors après, je vais vous parler de souvenirs. En 2001, c'était Aspin, Tourmalet, Luzardiden. C'était la dernière étape de montagne qui faisait suite à l'étape qu'on a parlé avec Charles, avec plein de cols. Et alors en 1994, il y avait Peyresourde, Aspin, Tourmalet, Luzardiden, victoire de Richard Virenque. Alors je crois que c'est en 1982, ils avaient montré qu'il y avait Portée d'Aspect et Manté, ou l'inverse. Et ensuite, tu faisais Peyresourde d'Aspin et ça faisait 180 ou 190 bornes. Qu'est-ce que c'est que ça, Tourmalet, Luzardiden? Ça veut dire qu'au pied de Tourmalet, il y a tout le monde. Et il y a aussi un autre truc aussi, ouais, comme tu le dis, Ben, c'est 2 belles montées, mais au final, c'est que 2 montées dans une étape courte. Et c'est seulement le 2e jour de montagne, parce que bon, la veille, il y aura une étape pour favoris qui va se jouer, qui sera très intense à la fin, mais qui jouera pas non plus forcément sur le filière d'endurance. Et 2 jours avant, il y aura une étape où normalement les favoris du général, ils seront quasiment au repos, quoi.
Donc les mecs seront pas attaqués physiquement, même si c'est la 3e semaine. Enfin, bien sûr, ils seront attaqués physiquement, mais pas comme on peut le voir sur certains tours, sur certains grands tours. Et comme dit, oui, ça semble un peu light, quoi. Ce tour, il fait un peu light. Bah, encore une fois, c'est un tour de frustration. Normalement, le cyclisme, c'est un sport de fantasme. On imagine plein de choses, comme disait Charles. Des fois, tu as des grosses étapes de montagne, tu les vois, ou des enchaînements, ou une configuration de Tour de France. Tu dis, là, peut-être ça, ouais, ça c'est. Bon, après, tu es souvent déçu. Mais au moins, tu as espéré. Là, tu vois Tourmalet, Luzardiden, tu fais, mais pourquoi il n'y a pas l'Aspin? Pourquoi il n'y a pas tel ou tel col avant? C'est le bouquet final, quoi. C'est bon, quoi. Les 80 bornes de plat jusqu'à Saint-Marie-de-Camp. Il y a encore tous les équipiers, on l'a dit tout à l'heure, il y aura tous les équipiers au pied du Tourmalet. Alors tu peux, à la limite, ce qui peut se passer dans le meilleur des cas, c'est un favori qui sait qu'il peut perdre du temps dans le contre-la-montre qui suivra quelques jours plus tard. C'est rouler à bloc dans le Tourmalet. Peut-être on aura une superbe course. Hein. Mais il y a la Movistar qui va rouler à bloc pour favoriser la 9e place d'Henrik Mas au général. Ça va être fantastique. Ou la Bahreïn. Ouais. Enfin. Mais c'est dommage parce qu'il y avait vraiment de quoi faire beaucoup mieux sur cette étape. Et par exemple, une étape, alors pas du Luzardiden, mais tu fais l'étape de la route du Sud, route d'Occitanie, je crois que ça s'appelait déjà, en 2016 ou 2017. 2017, quand Goubet était maillot de leader, avec une Luzardiden pas montée jusqu'au bout et arrivée à Gavarnie. Et avec le Tourmalet qui permet de lancer la course. Mais là, bon, c'est déjà l'avant-dernier col. Bon, bref. 19e étape, Mohains-Libourne, étape pour sprinter, messieurs, rien à dire? Non. Rien. Et on passe à la 20e étape, Libourne-Saint-Émilion. Saint-Émilion comme en 1996. 30,5 km de contre-la-montre, individuel, à nouveau sur le plat. Théo, c'est un deuxième contre-la-montre plat, c'est assez rare pour être souligné. Oui, c'est pas plus mal parce que si les étapes de montagne seront un peu décevantes, on aura au moins l'avantage du suspense. Ça va être aussi intéressant parce que c'est à peu près le même contre-la-montre que le premier, de voir voilà, quels coureurs auront le mieux encaissé, auront le mieux récupéré. Même si c'est le profil est le même que le premier contre-la-montre, je pense qu'on aura un classement vraiment, vraiment différent. Messieurs, quelque chose à dire sur ce contre-la-montre? Non, visuellement, après, ça va être sympa, je pense, comme un peu en mode chrono italien, où on passe par les vignobles, finalement. On se met à la même tradition, j'ai l'impression. Avec un peu de mal plat. Et bon, la dernière étape, les Paris-Champs-Élysées, on sait comment ça se passe, ça finira au sprint. Messieurs, il va être l'heure du bilan. Alors, j'aimerais que vous me disiez, bon, pas ce qui vous a déplu parce qu'on en a parlé, mais est-ce que vous avez des motifs d'espérance ou pas? Est-ce que ça vous inspire quelque chose sur Tour de France? Je vais commencer avec Charles. Ouais, des motifs d'espérance, il y en a toujours. Déjà, je vais essayer d'être un peu positif parce que je me rends compte que j'étais pas mal négatif, mais cette première semaine, elle va être intéressante pour ceux qui suivent la lutte un peu entre Van Aert et Alaphilippe, et puis aussi Mathieu Van Der Poel, parce qu'on le rappelle, Alpecin Phoenix sera au départ de la course, donc on risque de voir ces trois monstres se tirer la bourre à Landerneau, puis sur Mur de Bretagne. Le chrono, ça peut être intéressant aussi, on peut les revoir sortir dans l'étape du Creusot, donc rien que pour ça, on peut avoir une très très belle lutte entre les trois. Pour le reste, ouais, il y a des motifs d'espoir sur les Pyrénées, parce que de toute façon, on peut faire le parcours qu'on veut, ça dépend aussi des positions en tête du classement général. Imaginez un Tom Dumoulin qui aurait un petit peu d'avance, je sais pas, 1 minute d'avance ou 1 minute 30 d'avance avant l'étape du Tourmalet. Peut-être que des Bernal et des Pogacar, etc. voudront foutre le feu, parce que de toute façon, ils seront battus ensuite avec le chrono de Libourne. Donc là, on peut avoir des motifs d'espoir. Mais ouais, tout dépendra des positions en tête du général. Si c'est figé déjà ou si c'est fait avant les Pyrénées, on risque par contre de sérieusement s'embêter, je pense. Théo. Moi, je suis content pour Arnaud Démare déjà. Parce qu'il sera sur le tour et c'est peut-être... bon, on ne saura pas quelle sera sa forme dans un an, mais c'est un tour qui avantage clairement plus les sprinteurs que l'an dernier, ou même que le Giro de cette année. On se rappelle que pendant le tour, on avait eu sur une journée la complainte des sprinteurs dans le journal L'équipe qui râlaient et qui
parce qu'ils estimaient qu'ils étaient un peu desservis dans le cyclisme moderne. Là, ils en auront pour leur compte. Je trouve pas le parcours spécialement emballant, mais je m'inquiète pas parce que par exemple, l'an dernier, je pense que beaucoup de gens trouvaient le parcours emballant et au final, il y a pas mal d'étapes où on s'ennuyait. Après, ça dépend voilà, de l'opinion de chacun, mais c'est un Tour de France. Ça va dépendre aussi énormément de la configuration des états de force entre les coureurs. Le parcours fait pas tout. Le plus dangereux pour le spectacle sur le Tour, c'est la domination de certaines équipes. C'est pas vraiment le parcours, selon mon point de vue. Donc voilà, je suis pas spécialement emballé, mais voilà, on en saura vraiment plus quelques jours avant le départ. Je dis pas qu'on parle dans le vent, c'est pas mon propos, mais ça sert à rien d'être trop catastrophique, quoi. Greg. Oui, enfin, tout à fait. Ce que j'allais insister là-dessus, c'est ce qui fait l'intérêt de la course. C'est pas forcément que le parcours, c'est aussi les stratégies, les équipes qui cadenassent tout, qui ferment la course. À voir, on verra la start list. Hein, on a vu la Jumbo dominante et qui s'en est peut-être mordu les doigts, d'avoir tout cadenassé. On verra. Moi, je vois l'Ineos qui a fait des recrutements assez énormes. Je pense que son ambition, ça sera d'inquiéter la Jumbo. Donc, à voir. Peut-être qu'on aura une première semaine, comme l'a dit Charles, ça sera un duel entre puncher, rouleur pour les victoires d'étape et peut-être le jaune. Et qu'après, ça sera, voilà, est-ce qu'on aura une équipe dominante qui bloquera la course? Est-ce qu'on aura un duel entre deux équipes? Ça, c'est l'avenir nous le dira. Mais c'est vrai que le parcours, à chaque fois, on peut en débattre des heures, mais c'est toujours. Après, on s'aperçoit que c'est les équipes, les oreillettes, les SRM qui bloquent un peu les stratégies. Ouais, si je peux me permettre un peu une comparaison, le Tour de France, c'est un peu comme en économie. Ce qui compte, c'est les anticipations des agents. Et là, en l'occurrence, c'est les anticipations des coureurs. Le parcours, c'est une des choses qui influence leurs anticipations, mais clairement, c'est pas l'item le plus prépondérant, quoi. Donc, Oh, on a quand même franchi, je pense, un level là. On a step up dans le niveau alors, on d'analyse. est dans un niveau d'analyse bientôt sur l'équipe. Oh Et là là d'ailleurs, là 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 là. je pensais au parcours et aux favoris. Ce qui va être intéressant pour moi aussi, Benjamin, c'est de savoir ce que vont faire Romain Bardet et Thibaut Pinot. Parce que là, clairement, le parcours, il n'est pas à leur avantage. Ah ben ils vont attendre janvier. Ils vont voir le Giro, ce qu'il propose. D'ailleurs, le Giro va souvent à Comment contre-courant du Tour, donc ça pourrait être intéressant. Comme ça, il y aura un aurait pour tout le monde sur les deux plus grandes épreuves de la saison. Ouais. Pour ma part, ce que je pense du parcours, il y a une vraie déception. Une vraie déception qu'il n'y ait pas de très haute montagne dans le Tour de France. Après un Tour de France qui a amené beaucoup de difficultés, dispatché sur de nombreux jours. Je m'attendais à retrouver un Tour de France comme on pourrait dire 2019, mais 2019 c'était plus comme 2018. 2018, je trouvais vraiment que le parcours était bien, notamment avec cette grande étape dont je parle avec Madeleine, Croix de Fer et Alpe d'Huez. Alors ça gagné par Geraint Thomas, mais on avait un Kreuzweig qui avait été superbe et on n'a pas ça. Je suis vraiment déçu, notamment par les Alpes. Pour moi, c'est indigne des Alpes ce qu'on a. Les Pyrénées, c'est bien, mais c'est édulcoré. L'étape d'Andorre, le problème, c'est que, hormis en 1997, j'ai l'impression que chaque fois qu'on va en Andorre, c'est des purges. 2009, Brice Feillu gagne, mais c'est une purge. J'ai remis la tête de Contador au bout de 2 km du sommet, parce qu'il y avait il y avait Armstrong. Et ensuite, c'était monté sur des grandes routes. C'est pas très intéressant à regarder. Le vrai motif d'espoir que j'ai, j'en ai deux en fait. Le premier, c'est que vu qu'il n'y a pas tant de montagnes que ça, les coureurs se disent il faut prendre chaque occasion parce que voilà. Et également qu'on risque de pas avoir un tour comme cette année, puisque on sera peut-être sur une année un peu plus normale, on va croiser les doigts. C'est-à-dire que les coureurs vont pas se arriver au top de leur forme avec les meilleurs effectifs au départ du Tour de France. Et le deuxième espoir que j'ai, c'est de la météo. Ça serait bien qu'il y ait une météo un peu dégueulasse, ça fait longtemps. Et là, ça peut changer beaucoup de choses. Hein. Je rappelle, alors comment dire, des repères qui sont un peu ridicules parce que je vais parler des années sombres. Mais 1996, le parcours n'est pas exceptionnel. L'étape Rennes est annulée à cause du mauvais temps. Exactement. Il y a un temps
tellement dégueulasse toute la première semaine que les arcs. Avec Berzin il y a qui était Matt en jaune, Peugeot. non, c'est ça? Berzin, il est en jaune le lendemain. lendemain. L'étape des arcs, c'est Elo qui est en jaune. Exact. Mais l'étape des arcs, c'est la Madeleine, Duplat, Common Roseland et les arcs. Et c'est pas des montées. Il y a des dégâts de partout, mais surtout à cause du temps. Et du temps qu'il y a eu toute la semaine. Et ensuite, l'étape qui est annulée, je rappelle qu'il y a une étape qui devait faire Isran, Galibier, Sestrière. Si vous imaginez le truc, on a eu Sestrière. Bah après, l'espoir Donc, aussi, c'est que le Tour de pas les France ait mêmes. lieu en octobre l'an prochain. Hein. La traversée du centre de la France, ça va être pas la même histoire, hein, je pense. Je Non, plaisante, mais hein, on bien sait sûr. jamais. C'est pas souhaitable. On sait jamais. Ça peut... Moi, j'espère, de mon canapé, en tant que spectateur qui est bien tranquille chez lui, que oui, il y a des étapes avec une météo dégueulasse. Ouais. Pas au point de faire arrêter la course, bien sûr, mais un truc qui use bien les organismes. Mais c'est là parce où que on a. on le voit sur Vas-y, Ben, pardon. on le voit sur la Vuelta. Allez, j'ai paumé le nom. C'est pas Ponferrada. Formigal. Voilà, c'était une étape. On est d'accord, elle était pourrie cette étape. Hein. On est content qu'elle ait eu lieu parce que ça devait être à la base Obisque et Tourmalet qui a été annulé. Mais il n'y aurait pas eu la météo, c'était une purge. Mais avec la météo, ça a été une superbe étape. Donc j'espère cela, tout simplement. Tu disais, excuse-moi. Non, je sais plus. Si, oui, ce que je voulais dire, c'est que c'était quand même dommage parce que quand on écoute nos propos, on se rend compte que finalement, le seul facteur qui peut rendre la course intéressante à certains moments, c'est la météo. Et on peut pas se baser sur la météo pour espérer du spectacle, c'est pas possible. Enfin, c'est très décevant, je trouve. Et c'est dommage, on en revient à Ouais. espérer du vent, quoi. C'est pas le parcours. Enfin, c'est là où il y a un souci pour moi quand on espère que des éléments extérieurs viennent perturber, entre guillemets, les étapes. Après, le Tour de France est victime de son succès. Hein. C'est parce que les équipes mettent tout ce qu'elles ont bien sur le Tour de entendu, France. tu mets le même parcours là sur le Giro ou sur la Vuelta, on peut avoir une analyse différente, mais Oh, c'est magnifique. maintenant, On serait un peu déçus, mais tu es sûr que ouais, parce que ça, faut le dire aussi, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop blâmer ASO, parce qu'il y a tellement d'enjeux financièrement parlant maintenant que de toute façon, on vient sur le Tour pour faire des résultats et pour ne pas prendre de risques de toute façon. Donc, parfois, c'est ça qui est un peu frustrant, même si on le comprend, parce que c'est aussi ce qui aide à développer le vélo. Hein. Plus il y a d'argent, plus il y a d'équipes, plus il y a de coureurs, etc. Enfin, c'est aussi une bonne chose, la professionnalisation, bien entendu, mais d'un autre côté, forcément, ça bloque un petit peu tout. Et tu as l'impression que limite, tu pourrais faire, je sais pas, 21 étapes de montagne, tu vois, une année, et c'est pas pour ça que tu aurais plus de spectacles, quoi. Messieurs, un dernier mot pour conclure. Oui, c'est un scandale, on ne passe toujours pas par la Normandie. Je lance un appel à Joël Bruno, le maire de Caen, j'espère qu'il nous écoute, je ne pense pas, mais bon. J'aimerais bien voir le Tour de France à Caen un jour, ça serait bien. Et oui, parce qu'en plus, avec les 2021 où ça partira de Copenhague, 2022. 2022, oui, 2022, ça risque pas de Parce passer que les par Bretons, Caen. ils sont sympas, mais c'est pas parce qu'on a le Mont-Saint-Michel qu'on peut pas avoir le Tour. Hein. C'est pas... Allez, c'est parti. Laissez un commentaire, est-ce que vous pensez que le Mont-Saint-Michel appartient à la Normandie ou à la Bretagne? Allez, on va s'arrêter là et on va vous souhaiter une bonne soirée. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce Tour de France. Peut-être que vous êtes emballé, il n'y a pas de souci. On attend de savoir. C'est génial. Et on dira, il y en a marre, ils sont jamais contents. Si, un dernier truc pour conclure la mission, j'aimerais que vous me disiez chacun votre étape préférée. Ah, c'est dur ça. Moi, c'est le Ventoux. Ouais. Pareil pour moi. Ouais, si le Ventoux pour rester cohérent sur l'aspect nouveauté, parce que c'est la seule nouveauté au final. La double ascension. Pareil. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Bonne soirée tout le monde. À bientôt, ciao. Bisous maman.